Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du mardi 19 décembre 2017. Alors, on va commencer tout de suite par l'avertissement légal sur risque. Je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Le briefing de la journée. Alors on a eu les minutes de la RBA qui ont été publiées cette nuit, parmi lesquelles je cite le compte rendu indique que le taux de chômage au cours de l'année, le taux de chômage a baissé, que l'inflation s'est rapprochée de la cible. Dans le même temps, les risques sur les bilans des ménages ont diminué et que des études récentes montrent que de nouveaux progrès seraient réalisés dans ces domaines, dans ces trois sujets, dès l'année prochaine, ce qui permettra probablement une hausse des taux, je dirais, à partir du fin premier semestre 2018, mais pas avant. Voilà. Sinon, on a la réforme fiscale qui sera normalement votée par la Chambre des représentants aujourd'hui. La seconde étape, enfin la dernière étape, pardon, sera le Sénat cette semaine. Et enfin, on a les élections Catalogne le 21 décembre, donc ce n'est pas aujourd'hui. Mais simplement pour dire qu'il n'y a pas de favori selon les sondages, qu'en tout cas j'ai essayé de chercher et je ne vois pas de, euh, de favoris. Alors les deux partis opposants majoritaires, c'est le parti indépendantiste qui n'a plus ses têtes qu'il n'avait auparavant parce qu'il est soit en prison, soit exilé en Belgique. Donc le représentant du parti indépendantiste, c'est pas quelqu'un de très connu. Bon, après là-bas c'est quelqu'un de connu, mais pour nous c'est pas comme si c'était une euh, quelqu'un qui a été à la tête du parti depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et de l'autre côté, nous avons le parti du gouvernement, le Parti populaire, qui est présenté. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de sondage entre qui est-ce qui va gagner. Donc résultat le 21 décembre prochain. Au niveau de la résumé des sciences américaines et asiatiques, on peut voir qu'il y a eu un gros appétit pour le risque hier, suite à l'annonce comme quoi la Chambre des représentants allait voter cette réforme demain. Le Dow Jones qui progresse, le S&P également, les technos c'est pareil, avec une super performance des technos comme on peut le constater. Le DXY, alors c'est plus 0,75% me semble-t-il, c'est pas moins 0,75, ou alors je me suis trompé. Et le rendement obligataire américain qui gagne 3 points de base. Pour ce qui est du yen index, il perd 0,17, le gold à peu près à l'équilibre, en légère hausse mais à peu près à l'équilibre, le Nikkei recule et le Hang Seng progresse. Alors moi j'ai plutôt avec ces données un avis plutôt positif, même si voilà, pendant la séance asiatique on peut voir que l'optimisme c'est un petit peu aplati comme vous pouvez constater, mais voilà, je préfère garder un sentiment haussier, d'autant plus qu'on a eu des signaux de cassure hier, qu'on va voir ça dans un petit instant. Avant tout, enfin le calendrier économique, donc on a eu les mines de RBA, ça c'est bon. 10 heures, l'enquête IFO allemande, donc ça va être particulièrement important. Enfin, 14h30, les mises en chantier. Et pour ceux qui s'intéressent au NZD, nous aurons la fameuse balance commerciale qui est extrêmement surveillée par les marchés. Voilà. Donc la balance commerciale attendue en repli à moins 500, enfin, qui devrait s'améliorer à moins 550 millions de dollars néo-zélandais contre moins 871 millions de dollars néo-zélandais le mois dernier, enfin le mois d'octobre. Tac, tac, tac. Alors oui, on passe tout de suite sur les marchés actions. Regardez l'Eurostoxx, première clôture de la moyenne mobile à 50 jours depuis que le cours est passé en dessous le 10 novembre dernier. Donc là, on a un signal haussier. En plus, on est au-dessus des 3006. Un plan technique, c'est un plan technique, même si d'un point de vue fondamental, vous savez que le timing n'est peut-être pas parfait. On est dans un moment où le marché n'est pas à la recherche d'actifs. Donc il y a deux hypothèses, deux stratégies. Soit on achète les breakouts qui prouvent que le marché est dans un momentum haussier. Ou soit on achète les pullbacks. Les pullbacks, je rappelle, les tendances sont formées grâce à l'optimisme et les tendances naissent dans le pessimisme. D'accord? Ça c'est une phrase que je reprends. Mais donc, quand on a des consolidations ou des replis, c'est là où les personnes ne s'intéressent plus au marché actions et pourtant c'est là où les actions, les indices deviennent les plus intéressants. On est d'accord. Donc voilà, il y a deux façons de voir la chose. Soit on attend le breakout, là on l'a eu
la moyenne mobile à 50 jours, ou soit on attendait le repli à la moyenne mobile à 200 jours, qui a eu lieu à plusieurs reprises, et c'est pas la première fois qu'on avait ce signal qui avait été annoncé pendant ce webinaire. Donc voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire, mais en tout cas là on a un signal technique haussier qui pourrait propulser le cours de Eurostoxx vers ses récents plus hauts. Alors en intermédiaire, on peut trouver le niveau de, vous voyez que on est au-dessus de ce niveau de résistance, de ce prix de clôture, donc voilà, concrètement c'est bullish pour l'Eurostoxx 50. En plus, on a une convergence des signaux avec le CAC. Bon, l'idéal, le CAC, c'est qu'il aurait cassé les 5414 points, qu'il aurait clôturé au-dessus, sauf qu'il ne l'a pas fait, mais il a quand même clôturé au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Et pour ce qui est du DAX, il l'a fait également. Donc, voilà, je pense que on pourrait avoir un petit rallye haussier d'ici au moins la fin de semaine. D'ici au moins la fin de semaine, ça pourrait être haussier. Alors, je ne dis pas que d'ici la fin de semaine, on va revenir à 3700 points sur l'Eurostoxx 50, mais en tout cas, je pense qu'on a au moins une cinquantaine de points à aller chercher. Si on a une cinquantaine de points, ce sera déjà très bien. Voilà. Et pour ceux qui sont sur du moyen terme, qui ont acheté par exemple le pullback sur du moyen terme, bien évidemment, vous pouvez maintenir la position bien au-dessus, déjà 3007 et ensuite bien au-dessus. La prochaine résistance au-delà de 3700 points, ça sera 3008 et enfin 3860. Alors bonjour à vous Pierre, bonjour à vous François, j'espère que vous allez tous les deux très bien. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc voilà, concrètement, sentiment plutôt haussier ce matin. Je dirais que sur l'Eurostoxx ce matin, le support à 3006 qui coïncide également avec la moyenne mobile à 50 jours se paye. Pour ce qui est du CAC, c'est les 5413 points qui se payent. 5413, voire la moyenne mobile à 50 jours qui est actuellement à 5400, vous voyez, 5400 pour moi ça se paye. Voilà. Et pour ce qui est du DAX, bon le DAX on est un petit peu au milieu de nulle part, donc compliqué de dire à quel moment il va falloir acheter en intraday, mais bon, là on est, vous voyez, sous une légère résistance qui est ce précédent prix de clôture 13 320. Donc voilà, le DAX je ne vais pas m'exprimer pour aujourd'hui. Alors sur le MIB, on n'a rien d'intéressant. Le MIB qui devrait commence à rentrer dans une période de consolidation avec les élections. Je vous rappelle qu'il y a des élections générales en Italie qui, d'après une source parlementaire, est prévue pour le 4 mars prochain. 4 mars ou 4 avril. 4 mars. 4 mars prochain, donc on pourrait avoir une consolidation sur le MIB, surtout que le MIB qui dit élection en Italie, dit secteur bancaire européen fortement sensible à l'Italie. Hein. Parce que je vous rappelle, l'Italie, c'est peut-être l'un des pays, c'est déjà la troisième puissance économique en zone euro. Déjà, ça faut le savoir. Et cette troisième puissance économique en zone euro a une faiblesse, c'est le secteur bancaire. Avec des créances douteuses, etc., Enfin, des créances douteuses. Alors, je ne dis pas qu'il va avoir un défaut de paiement, mais par rapport à la moyenne, par rapport du fait que ce soit une puissance économique de la zone euro, elle a quand même un taux qui n'est pas négligeable. Alors, c'est pas, voilà, elle a quand même une note positive. Voilà, l'Italie, ça reste comme une monnaie, une économie forte, mais disons que son taux, je ne l'ai pas en tête, mais il est plus haut que ceux en Allemagne, en France ou en Espagne. Vous voyez. Donc voilà, disons que les élections générales italiennes, c'est quelque chose qui fait patienter, consolider, qui met sous pression le secteur bancaire, donc le secteur bancaire de toute la zone euro, hein, bien évidemment. Donc le MIB, concrètement, est-ce qu'il faut acheter à ce prix-là, est-ce qu'il faut acheter le breakout? Moi, je pense qu'avec ces élections générales, on peut même attendre un retour à moyenne mobile à 200 jours. Si ça n'est pas fait cette semaine, ça sera fait d'ici les prochaines semaines, à mon avis. Voilà, c'est encore une fois à mon avis. Une analyse sur l'argent d'appart de Nicole. Alors très bien, Nicole, je vais y venir juste après. Je fais le FX et ensuite je passe sur les matières premières. N'hésitez pas si vous avez des questions par ailleurs à les poser. Hein. Donc voilà, le DXY c'était bien moins 0,75% hier. Donc le DXY, là je me suis mis sur un an. Pourquoi je me suis mis sur un an? Parce que il y a un an jour pour jour, on était ce même jour, mais il y a un an, ce qui est logique. Et on avait, comme vous le savez, au mois de décembre la hausse des taux de la Fed, qui avait la même configuration que l'année dernière. Donc j'estime qu'on pourrait avoir presque le même type de scénario sur les paires majeures pour ces prochaines semaines que ce qu'on avait connu les semaines précédentes. À part le DXY qui voyait
était à la hausse. Là, aujourd'hui, on n'a aucune justification qui pourrait permettre une hausse du DXY. En tout cas, je n'en vois aucune. Ce qui soutenait le DXY à ce moment-là, c'était surtout Donald Trump. C'était le fameux America First avec le bull market, le dollar, etc., etc. Donc le protectionnisme, donc la hausse de l'inflation, voilà, c'était un petit peu tout ça qui drivait le DXY. Alors que là, nous ne l'avons pas, d'accord. Mais du coup, le DXY en intraday, vous voyez qu'il y a un support qui est un petit peu plus bas à 93 points. On est à 93,14. J'estime qu'il y a une possibilité de baisse jusqu'à 93 en intraday. Est-ce qu'on va casser? Ça m'étonnerait, mais tout reste possible. L'AUD-USD, c'est peut-être l'une des devises avec lequel il y a de plus de potentiel haussier. Pourquoi? Parce que déjà on a des minutes de l'RBA qui ne sont pas réellement dovish. Elles sont plutôt, alors ils sont pas non plus satisfaisantes, mais en tout cas elles sont plutôt elles changent très légèrement, elles sont un petit peu mieux qu'auparavant. Voilà. Donc c'est un sentiment plutôt d'optimisme sur le marché. Donc l'AUD-USD, moi je m'attends plutôt à une hausse du côté de l'AUD, soutenu également par l'or. L'or, comme vous le savez, je m'attends à une hausse jusqu'à au moins 1280 d'ici les prochaines semaines. Et le dollar US, je m'attends à la baisse. Donc l'AUD-USD, autant vous dire que je pense qu'il peut clairement venir déjà à la moyenne mobile à 200 jours, mais honnêtement, c'est probable qu'il revienne à 0,118,13. Enfin, 0,118, ça me semble possible. Voilà, donc la USD à noter, à regarder. Le NZD USD, c'est également une paire qui va m'intéresser. Alors on aura la balance commerciale ce soir qui sera particulièrement importante, mais d'un point de vue purement de l'analyse technique, on a eu une très belle divergence haussière ici sur un niveau de support qui avait permis un grand rebond. Là, on a à peu près la même chose, sortie du momentum d'un canal baissier. On a le fameux pullback sur cette oblique, vous voyez, qui faisait office de support, depuis 2015. Donc voilà. Là concrètement, moi je pense qu'un NZD-USD peut venir chercher la moyenne mobile à 200 jours. Maintenant, on a quand même pas mal de résistance entre la moyenne mobile à 200 jours et le prix actuel. On a un prix de clôture mensuel, on a les 38,2, on a cette oblique. Bref, on a quand même quelques niveaux de résistance. Donc d'un point de vue analyse technique, c'est pas forcément la paire la plus intéressante. Entre l'AUD-USD et le NZD-USD, c'est probablement l'AUD-USD qui est le plus intéressant. D'ailleurs, regardez sur 5 jours, on a l'AUD, le NZD, et les deux devises les plus faibles, c'est le dollar et le CAD. L'USD et le CAD, c'est les deux devises les plus faibles. Sur un mois, on a le NZD la plus forte, avec suivi par l'AUD et le GBP, qui sont à peu près égaux. Et les devises les plus faibles, on a le CAD et le yen. Voilà, alors je sais, le CAD, moi je suis haussier. Je suis haussier encore une fois parce que je pense que la prochaine hausse de taux de la Banque du Canada qui devra avoir lieu au prochain trimestre prochain permettra au CAD de progresser. Voilà, c'est mon opinion. C'est de la spéculation encore une fois, c'est vraiment acheter la nouvelle, acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Je ne pense pas que cette hausse des taux a déjà été pricée par le marché. Donc voilà, certes, en termes de timing, faut être patient, mais voilà, c'est pas du tout les mêmes horizons. La vente CAD, ça se justifie sur du court terme. Par contre, sur du moyen terme, c'est-à-dire plusieurs semaines, je pense que vendre le CAD sur plusieurs semaines, ça, à mon sens, ça pourrait être assez risqué. Alors, Catherine qui me dit, je n'ai pas de graphique, est-ce que vous pouvez me confirmer, chers auditeurs et auditrices, que vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît? Oui, nous dit Nicole. Eh bien, écoutez, Catherine, je vous invite à regarder vos paramètres parce que, a priori, voilà, j'ai plusieurs confirmations. A priori, ça devrait venir de chez vous. Merci, d'ailleurs, pour ces confirmations. On passe sur l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, concrètement, la stratégie reste inchangée par rapport au webinaire d'hier, c'est-à-dire une consolidation entre cette moyenne mobile à 50 jours et les 1,1850. Ce qui permettrait d'envisager une position acheteuse au-dessus des 1,1850. C'est si le DXY vraiment casse ce récent plus bas, aux alentours des 92, 70. Vous voyez,
92,85, voilà. Si on casse ces 92,85 sur le DXY, l'euro-dollar cassera la résistance. Je vous rappelle que le DXY c'est un indice, c'est pas un actif en soi-même, c'est comme si c'était le CAC 40. Alors oui, certes vous pouvez le trader, mais c'est un indice, c'est composé de composantes, tout simplement, de valeurs, dont l'euro-dollar représente plus de 50% du DXY. C'est pour ça que le DXY et l'euro-dollar sont fortement corrélés. Mais enfin, l'euro-dollar, j'ai plutôt une opinion haussier, soutenu par la déception du marché sur la politique monétaire de la Fed. Concrètement, certes on a eu une hausse des taux en décembre, mais qu'avons-nous appris de nouveau sur la politique monétaire de la Fed? Rien du tout. Nous n'avons rien appris du tout, alors que la dernière hausse des taux c'était en juin. C'est-à-dire qu'entre juin et décembre, bon, on a eu des minutes qui ont été publiées en septembre. On a toujours 3 hausses des taux qui est attendue pour l'année prochaine. Le réduction du bilan se fait sur le même rythme. On a Jérôme Powell qui va être le successeur à Janet Yellen en février. Peut-être qu'à ce moment-là, ça sera une autre paire de manches et peut-être que voilà, il dira pas qu'il y aura 3 hausses des taux, mais 4 hausses des taux et dans ce cas-là, le marché pourrait réagir. L'inflation, probablement, elle reste globalement la même aux États-Unis. Donc voilà, on n'a pas vraiment bien qu'il y ait une hausse des taux, on n'a pas réellement de facteur pourquoi payer le dollar plus que cela, étant donné qu'on n'a pas d'amélioration de l'inflation et sur les perspectives de la Fed. C'est toujours les mêmes. Et puisque les perspectives de la Fed ont déjà été pressées en juin et en septembre, il n'y a aucune raison de continuer d'en acheter maintenant. C'est pour ça que, personnellement, le DXY, en tout cas jusqu'au mois de janvier, je ne m'attends pas à une hausse. Peut-être que l'arrivée de Jérôme Powell à la tête de la Fed va changer les choses, je reste ouvert à toutes les possibilités, mais en tout cas, d'ici février, ça m'étonnerait que le DXY, le marché réagisse à la hausse. Voilà. Et à mon avis, même avec Jérôme Powell, ça m'étonnerait que ça réagisse à la hausse, mais bon, je ne préfère pas non plus trop m'exposer. Voilà. Donc l'euro-dollar, plutôt une opinion haussier. Face à la Fed, on a la BCE qui continue sa politique monétaire accommodante, mais que je vous rappelle, le marché commence, comme il a fait au premier semestre 2017, à pricer la fin de la politique monétaire accommodante. Donc vous voyez, ce moment-là, c'était le marché qui priçait la fin de la politique monétaire accommodante. Depuis le plus haut en septembre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le marché qui priçait, le prolongement du QE de la BCE. Et vous voyez, là c'était l'annonce de Mario Draghi d'une extension de 9 mois du QE de la BCE. Et donc vous voyez que c'est-à-dire que le prix normal, vous voyez que le marché post-annonce était aux alentours des 1,1680. Et donc là on a de nouveau un marché qui paye l'euro. Je pense qu'on est à peu près à ce moment-là, à ce timing. Vous voyez que là on avait eu la dernière hausse des taux de la Fed, en décembre 2016 c'était la hausse des taux de la Fed il y a un an. Et je pense qu'on est à cet équivalent. Vous voyez, on est à peu près à ce moment-là. Alors je ne dis pas qu'on va reconnaître le même momentum haussier, je ne dis pas que l'euro-dollar va reprendre 1500 pips. Je dis simplement qu'on est dans la même configuration et que je vois bien l'euro progresser au semestre prochain. Voilà. Donc je pense qu'on est en train de faire à peu près la même chose ici. En tout cas, d'un point de vue purement technique, vraiment technique, les signaux qui pourraient nous permettre de mettre en place des stratégies acheteuses, c'est si on a la cassure de cette oblique. Cette cassure de cette oblique qui vient chercher tous les points hauts depuis le début de l'année. Enfin, les plus hauts de 2017, pardon. Donc si on a une cassure, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le marché casse cette oblique. Donc le marché est prêt à dépasser ce momentum baissier. Voilà, donc ça serait le deuxième signal d'achat. Donc on a un premier signal d'achat qui pourrait avoir lieu à la clôture au-dessus de ce niveau 1,1850. Sinon, nous avons la clôture au-dessus de cette oblique. Et le dernier signal d'achat, ça serait la clôture du récent sommet à 1,21 à peu près. Voilà, donc 3 signaux potentiels, ça dépend de votre profil de risque. Les personnes qui seront avec un profil risqué, vont d'ores et déjà acheter l'euro-dollar à la cassure d'un 18,50 malgré le nombre de résistances qui pourraient faire défaut à la tendance haussière. Et pour ceux qui sont défensifs, nous attendrons le breakout des 1,21.
Le GBP-USD, alors le GBP-USD, je m'attends plutôt à ce qu'il tende à la hausse à moyen long terme. À court terme, je m'attends plutôt à une consolidation entre 1,35 et voilà, cette moyenne mobile à 50 jours aux environs des 1,32. Pourquoi? Parce que le GBP actuellement, il est en phase de consolidation. Il a été rythmé ces dernières semaines par la BOE et par les négociations du Brexit. Je pense qu'il est temps au marché de consolider, de prendre un peu de recul sur le GBP et d'y revenir d'ici les prochaines semaines. Voilà, ça évolue toujours par phase. On a une phase haussière à ce moment-là, une phase baissière, ça consolide, il y a des prises de bénéfices. Et je pense que lorsque le RSI reviendra sur ce niveau de support aux alentours des 33 points, ce sera le moment de nouveau à s'intéresser aux positions acheteuses sur le GBP. Parce que comme vous pouvez le constater, ce support n'a pas été dépassé depuis le début de l'année. Donc voilà, concrètement, moi, je m'intéresse quand le momentum reviendra sur ce support. Une autre possibilité, c'est d'attendre un retour à moyenne mobile à 50 jours. Ça semble peut-être, voilà, possible. Ça semble possible. Maintenant, vous voyez que sur GBP/USD, quand même, la moyenne mobile à 50 jours est peut-être un petit peu moins efficace que sur, par exemple, les marchés actions. Regardez, elle est un peu plus c'est un peu plus brouillon. Donc voilà, faut prendre cette moyenne mobile à 50 jours sur le GBP/USD avec précaution. Mais en tout cas, moyen long terme, je m'attends à ce que le GBP tende vers le haut, soutenu par une politique monétaire qui devrait continuer à durcir pour réduire l'inflation, et par l'idée que ce soit un soft Brexit et non un hard Brexit. Donc voilà, moi mes deux convictions pour le FX, je vous rappelle, c'est l'AUD-USD et le NZD. AUD-USD, moyenne mobile à 200 jours, puis 0,11813. Et pour ce qui est du NZD-USD, moyenne mobile à 200 jours, aux alentours des 0,71. Je passe sur les matières premières. Le gold, on a eu une belle hausse du gold, que je ne m'y attendais pas du tout hier. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'appétit pour risque. Qui dit appétit pour risque dit généralement, eh bien, que le gold est à plat. Sachez tout de même que on a le gold qui depuis le début de l'année fait quand même 8%. Je ne sais pas si vous avez regardé. J'ai publié un graphique récemment. Alors, c'est moi juste, voilà. Ça, c'est le graphique des valeurs, j'ai envie de dire, majeures hein, depuis le début de l'année. On a l'Eurostock 50 en dollars, le Dow Jones, l'or, le pétrole et le DXY. Et vous pouvez voir que l'or, quand même, alors que, vous savez, hein, l'Eurostock, ça a quand même fait plus de 21% en dollars. Le Dow Jones fait quand même plus de 23% depuis le début de l'année. Donc on a quand même beaucoup d'appétit pour risque. Et pourtant, l'or a progressé cette année de 8%. Ce qui n'est pas négligeable du tout parce que c'est normalement le benchmark du S&P. Le benchmark moyen du S&P, c'est-à-dire la performance annuelle moyenne du S&P sur les 40 dernières années, 40, 50, 60, c'est environ 7-8%. Donc l'or a fait quand même une très bonne année. Voilà, donc c'est pas non plus, ça c'était juste une piqûre de rappel pour dire que voilà, c'est pas parce qu'il a l'appétit pour risque égale baisse or. Voilà, c'est pas non plus totalement mécanique. Donc voilà, l'or, moi personnellement, au vu de mon analyse sur le DXY que vous connaissez maintenant, je pense tous, je m'attends à une hausse jusqu'à au moins 1180, voire même 1290 dollars. Au vu des dernières hausses des taux, vous voyez que là, aux taux décembre 2016, plus 11%. Aux taux 15 mars 2016, plus 8%. Ici, le marché avait pas pricé le marché, donc je ne vais pas la compter. Mais voilà, concrètement, lorsqu'on a des tendances quand même sur le gold, vous voyez que même sans les hausses des taux, là on a une hausse 6%, là on a une hausse de 13%. Bref, quand on a des tendances haussières sur l'or, ce n'est pas du 1 ou du 2%. Donc si on part du principe déjà 6%, c'est la plus faible tendance haussière qu'on a eue en 2017. Rien que 6%, ça fait voilà, un retour autour des 1322. Alors je ne dis pas qu'il va aller jusqu'à ce niveau-là, mais vous voyez que 1180, 1190, ce n'est pas non plus très très loin. C'est 30 dollars, c'est pas non plus très très loin. Pour ce qui est du pétrole plutôt en opinion haussière, vous voyez qu'il y a une belle perspective haussière. Néanmoins, bon, j'ai publié un article pour ceux qui n'ont pas lu sur des FX, analyse technique sur le pétrole avec des petits points fondamentaux que je vous invite à lire, qui est juste ici. WTI Brent. En clair, bon, on a une belle tendance haussière, surtout sur le Brent, comme vous pouvez le constater. Maintenant,
Cette tendance haussière, comme vous savez, une tendance, c'est de l'optimisme des investisseurs. On n'a pas eu de retracement, ce qui veut dire que le marché n'a pas consolidé, n'a pas diminué son optimisme. Et je pense que c'est essentiel pour qu'une phase de respiration ait lieu, pour qu'ensuite on ait une nouvelle impulsion. Donc voilà, moi ce que je m'attends, bon, la tendance est notre ami, donc tant que la tendance est haussière, faut mieux privilégier les positions acheteuses. Par contre, si on a le pétrole qui casse la moyenne mobile à 50 jours, ce sera un premier signal avertissant une potentielle baisse. Et le deuxième signal serait la cassure de cette oblique. Si on a la cassure de cette oblique, là dans ce cas-là, ce sera le moment où on pourra vraiment jouer le retracement du pétrole. Et le retracement qui pourrait être d'une hauteur, de 38,2% de retracement. C'est-à-dire ce n'est pas non plus, euh, comment dire, impossible, dans le sens que ce serait ni plus ni moins qu'un pullback sur son précédent plus haut. Vous voyez, breakout, pullback, et on repart. Ça semble, en tout cas moi ça me semble honnêtement tout à fait possible. Et pour ce qui est du WTI, c'est pareil. On a cette moyenne mobile à 50 jours qui fait office de support. Maintenant, si on part du principe qu'on a fait le plus haut, un retracement en 38,2 serait un retracement jusqu'à 52,50 $. Voilà. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut shorter maintenant parce que faut suivre le sens de la tendance. Le sens de la tendance et la moyenne mobile à 50 jours nous indique qu'on peut la payer. Mais si on a une cassure sur la moyenne mobile à 50 jours, ce sera le premier signal. Et le deuxième signal, ce serait une cassure d'une oblique haussière. Si on a une cassure d'une oblique haussière, ce sera le signal pour shorter le pétrole. Mais voilà, pour un moment, à mon avis, c'est mieux de se préférer les positions acheteuses, mais simplement pour vous dire de faire attention à votre exposition et qu'on arrive peut-être, je pense, dans une fin de tendance ou en tout cas dans une consolidation. Consolidation, retracement. Et pour ce qui est de l'argent, alors l'argent, on m'a posé une question dessus au début du webinaire. Alors j'ai un graphique normalement de près. Voilà. Alors l'argent, on avait ce triangle qui a été cassé, vous voyez cette très belle cassure, pullback. Bon écoutez, l'argent qui est soutenu par le cours de l'or également. Comme vous le savez, on a ces deux actifs qui sont globalement corrélés. Donc tant que le cours de l'or est haussier, ça devrait maintenir l'argent vers le haut, ou en tout cas ça devrait ralentir sa baisse. Moi je pense concrètement que l'argent peut clairement revenir aux alentours de sa moyenne mobile à 50 jours. 16,65. Voilà, c'est pareil. Encore une fois, on a eu les hausses des taux de la Fed à ce moment-là. Là, c'était quand les deux hausses des taux étaient pricées. Et lorsqu'il y a eu les deux hausses des taux pricées, on a eu une petite baisse qui a suivi une hausse de 15%. Et ici, on a une hausse de 10%. Donc, là, on a la hausse des taux, 10%. Vous voyez que ça ramène quand même aux alentours des plus de 17 $, 17,50. Donc déjà, si on vient chercher la moyenne mobile à 50 jours qui est proche des 17 $, ce sera déjà un très bon objectif aussi. Mais voilà, l'argent, honnêtement, si je devais donner un biais, c'est une opinion aussi. François qui me dit, vous avez reçu le graphe que je vous ai envoyé hier sur EuroGBP journalier. Oui, François, je l'ai reçu, que je vais vous faire voir tout de suite. Alors attendez, je mets mon écran en pause pour pas, voilà, hop. Je vais faire voir à tout le monde pour que on prenne connaissance et j'ai trouvé particulièrement intéressant, hein, François. D'ailleurs, hein, chers auditeurs et auditrices, si vous avez des graphes, des graphiques à me partager, n'hésitez pas à me les envoyer en webinaire, comme ça on peut tous les voir, les analyser ensemble. Voilà, ce serait avec plaisir hein, si on peut partager ces informations-là. Nos analyses. Donc voilà, là on a le graphique d'un des auditeurs qui s'appelle François, et vous voyez que sur l'EuroGBP, il a un parfait, alors moi j'ai un range, et lui il a un parfait canal légèrement baissier qui est particulièrement intéressant. Hein. Il y a pas mal de moyennes mobiles qui sont également assez perspicaces. Honnêtement, je trouve assez propre. Alors, quelle est votre opinion sur l'EuroGBP, François? Si vous avez des opinions, chers auditeurs et auditrices, parce que moi, l'EuroGBP, encore une fois, c'est une paire qui m'intéresse particulièrement. Et bon, d'après votre graphique, on peut voir qu'il y a une consolidation. Donc, c'est pas forcément le meilleur moment pour acheter, parce qu'on n'est pas tout en bas du canal. Mais en même temps, le vendre, on n'est pas non plus tout en haut. Donc, que feriez-vous, François, au niveau de prix actuel? Est-ce que vous attendriez? Est-ce que vous passiez est-ce que vous passez à l'achat? Voilà, quel est votre sentiment?
moi personnellement, de mon point de vue, à court terme, hein, je serais plutôt haussier sur le RGBP. Moi, mon graphique que j'ai, c'est, vous voyez, un range, on était en bas de ce range. Donc c'est encore, on n'est pas non plus tout en bas, mais je pense que c'est encore le dernier moment où on peut acheter le RGBP. Voilà. Le dernier moment où on peut l'acheter avant un retour aux alentours des 0,89. En tout cas, si on fait abstrait de l'analyse fondamentale, l'analyse technique indique que tant que le cours est dans un range ou un canal, faut acheter la base et vendre la résistance. Alors, un point sur l'USDN de la part de Eliane. Alors, l'USDN. Alors, cette paire, elle est assez intéressante parce qu'elle est en range trading depuis le mois d'avril-mai. On est dans un range entre 114, aux environs des 114 et de 108 yens. Donc, j'aurais plus tendance à privilégier l'analyse technique dans cette configuration-là, c'est-à-dire plutôt de shorter la résistance et de payer le support. On est dans un contexte qui est selon moi baissier pour le dollar. Baissier sur le dollar, comme vous le savez, moi voilà, le marché, je pense, qui est déçu de la décision de la Fed. En tout cas, s'il n'est pas optimiste, c'est parce qu'il reflète dans les prix. Quand on regarde le DXY, il est baissier des prix depuis la décision des taux de la Fed mercredi dernier. Euh, donc voilà, face à cela, on a un yen qui est quand même une devise plutôt vendue en 2017, qui sous-performe le forex en 2017. Mais par contre, bon, vous voyez que si on regarde les tendances sur un mois, bon, c'est pas la devise la plus baissière. Sur 5 jours, vous voyez qu'elle fait quand même mieux que le dollar. Sur 3 mois, c'est quand même une devise haussière. Donc, c'est compliqué. Vendre le yen, si c'est le cas, c'est vraiment un très court terme. Mais honnêtement, on arrive en période de fin d'année. Qui dit période de fin d'année dit qu'il n'a plus d'appétit pour risque, et donc que les valeurs d'aversion ne sont pas payées, mais du coup, mécaniquement, ça fait remonter leurs valeurs. Donc, moi personnellement, à court terme, vraiment à court terme, je pense qu'on va avoir une consolidation entre la moyenne mobile de 100 jours et les 114. Quand je dis à court terme, pardon, c'est pour les prochaines séances, voire quelques semaines. Peut-on voir le footy USDCHF de la part de Catherine? Bien sûr. Alors le footy, vous voyez, qui profite de de la consolidation de la livre pour progresser. En plus de cela, l'idée que ce soit un soft Brexit, eh bien ça rassure les marchés. Regardez vendredi 8 décembre, un accord trouvé de justesse à Bruxelles entre Theresa May et Jean-Claude Juncker. Ici, vendredi 15 décembre, le sommet européen qui annonce, les dirigeants européens qui annoncent valider la première phase de négociation et qui ouvre la deuxième phase qui porte sur les négociations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc on voit bien que l'idée du soft Brexit rassure les marchés, même les marchés britanniques. Rassure les marchés. Et voilà, concrètement, ça peut se prolonger, pour moi, tant qu'on a ce sentiment de soft Brexit, jusqu'à 7006. Est-ce qu'on aura un breakout? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que on n'a pas de catalyseur actuellement. On n'a pas de catalyseur justifiant une hausse. Donc, voilà, le footy, compliqué de vous dire d'acheter sur du moyen terme à ce niveau de prix, parce qu'on est quand même sous résistance. On est sous les plus hauts annuels et plus hauts historiques. Donc voilà. Par contre, si vous êtes déjà à l'achat, honnêtement, vous pouvez viser, bon, je ne dirais pas les 7006 parce que c'est une zone forte, mais un petit peu en dessous, 7580, vous voyez, 7180, ça me semble une bonne zone. Prendre des bénéfices, et honnêtement, ça me semble peu probable qu'on dépasse les 7006 pendant les fêtes de Noël. Parce qu'on n'aura pas, nous n'aurons pas les volumes, nous n'aurons pas les catalyseurs, à part si, voilà, cette semaine, on a, si ce soir déjà on a la Chambre des représentants qui veulent la réforme fiscale américaine, demain, le footy, il est à 7006. Le Sénat, en fin de semaine, il vote la réforme fiscale. Le footy, en fin de semaine, il clôture aux alentours de 7650.
Mais ça sera un sentiment aussi sur tous les marchés actions. Le CAC, dans ce cas-là, reviendra également en fin de semaine à 5000, avec 5005. L'Eurostoxx reviendra à 3007. Voilà. Mais si on se base sur cette réforme fiscale, oui, c'est bullish. Si on se base, si on met de côté la réforme fiscale, honnêtement, je ne viserai pas des nouveaux plus hauts avant la fin de l'année. Alors, François qui me dit l'euro GBP HA sur MM200, le début de descente effectif, je suis encore sur du démo objectif 89, 87, 61 de Fibo. Très bien, Franck qui nous partagera son analyse. Je trouve ça constructif. Bien écoutez, Franck, avec plaisir, hein, n'hésitez vraiment pas. François Hoffman, mais c'est plus risqué car le canal est descendant et les MM sont au-dessus. Oui, exactement, François. C'est pour cela que, personnellement, l'euro GBP, à moyen long terme, personnellement, je ne pense pas qu'il va revenir. Rechercher ces sommets hein, qu'on a connus cet été, les sommets aux alentours des 0,93, je m'attends plutôt à une très légère baisse, très légère consolidation tout au long du premier semestre. Voilà, c'est mon opinion. Mais voilà, en tout cas, on a des moyens mobiles qui vont être intéressantes à shorter et qui vont converger avec le haut du range ou du canal baissier, ça dépend de votre configuration technique. L'USDSHF en intraday de la part de Catherine. Alors l'USDSHF en intraday, il semblerait que, eh bien écoutez, l'USDSHF est assez fort en intraday. Vous voyez que c'est la devise la plus faible, plus fort face aux devises majeures sur un jour glissant en tout cas. Donc c'est une devise forte. Néanmoins, il est sur support actuellement. Est-ce qu'on a des catalyseurs aujourd'hui? Non. On n'a pas de statistiques sur du franc suisse. On a des statistiques américaines, quelques-unes mises en chantier, c'est pas non plus beaucoup, mais voilà, honnêtement le SHF, pour être honnête avec vous Catherine, je n'ai aucune opinion en intraday. Ce n'est pas ça là pour vous embêter, hein, mais c'est vraiment, je n'ai pas de conviction. L'analyse technique, on est un peu au milieu de nulle part. Certes, on est sur un niveau de support, mais qui pourrait très bien être cassé aujourd'hui si des mises en chantier sont mauvaises ou si la réforme fiscale n'est pas votée par la Chambre des représentants. Donc voilà, compliqué de vous donner réellement une conviction. Maintenant, d'un point de vue moyen terme, je pense qu'un retour à cette moyenne mobile à 200 jours, 0,9747, est intéressant pour passer à l'achat. Voilà pour vous, Catherine. Oui, François, le bas du canal. Hein. Le bas du canal, pourquoi pas... de toute façon, l'euro GBP, hein, désolé, hein, je reviens dessus, mais pour moi, l'euro GBP, les niveaux de support et résistance à surveiller, pour moi, bon, ça dépend de votre configuration, mais c'est vraiment le bas du range ou le haut du range. La moyenne mobile de 200 jours, dans ce cas-là, quand on est dans un range trading, la moyenne mobile de 200 jours n'est pas très très efficace. Hein. Les moyennes mobiles sont efficaces, surtout en tendance. Lors des périodes de consolidation, c'est presque inutile. Donc voilà. Moi personnellement, 0,8750, ça m'intéresse sur le GBP et 0,9950, ça m'intéresse également pour vendre, pour acheter et pour vendre respectivement. Pardon. Voilà, écoutez, moi j'ai fini avec le point de marché, je vois qu'il n'y a plus de questions. Merci à vous pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve donc demain, même heure, même salle de trading pour le prochain point de marché. Excellente journée à vous et soyez prudents sur les marchés.